Démarrage ce mardi 24 août 2022 à Cotonou du séminaire préparatoire de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. Une amélioration des performances du secteur de l'éducation, c'est l'objectif visé et le point est à suivre dans ce journal. Des performances numériques vont bientôt voir le jour pour améliorer les performances de la production agricole au Bénin. Le mardi 23 août 2022, le gouvernement a convié quelques acteurs du secteur agricole à un atelier pour recueillir leurs avis. Détail à suivre également. Et puis en interactualité, les célébrations de la fête nationale ukrainienne ont été endeuillées par une frappe russe dans une gare du centre du pays ce mercredi 24 août 2022. Au moins 22 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette livraison de l'information sur Speedline Télévision. Démarrage ce mardi 23 août 2022 à Cotonou du séminaire préparatoire de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. Le Conseil national de l'éducation vise à travers ce séminaire organisé en collaboration avec les ministères des trois ordres de l'enseignement, une amélioration des performances du secteur éducation. Romaric Dossard pour le reportage. Séminaire préparatoire de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. Tous les acteurs du système éducatif sont conviés aux travaux de cet atelier. Les réformes dans le système de l'éducation, point de leur mise en œuvre, difficultés et perspectives, c'est le thème de ce séminaire. Le présent séminaire, le deuxième du genre, depuis l'installation en janvier 2020, du Conseil national de l'éducation rénové, reste un événement majeur avec pour objectif l'amélioration des performances du secteur de l'éducation au cours de l'année scolaire et universitaire 2022-2023. L'organisation de cet événement, né d'une fructueuse collaboration entre le CNE et les trois ministères chargés de l'éducation, permettra de disposer, comme ce fut le cas l'année dernière, de repères pour les actions prioritaires à réaliser par chaque secteur du système éducatif national tout au long de l'année scolaire et universitaire 2022-2023. La période dans laquelle intervient la tenue du présent séminaire est également très propice dans la mesure où, au terme des travaux, chaque ministère en charge de l'éducation pourra actualiser ces documents programmatiques par la prise en compte des activités contenues dans la feuille de route qui sera adoptée. Ensemble, avec les ministres en charge de l'éducation, nous avions envisagé et organisé un séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire les 18 et 19 août 2021. Par la mise en œuvre des recommandations qui en sont issues, nous avons constaté que les résultats sont plutôt probants en raison des changements appréciables obtenus. C'est pourquoi la volonté de réitérer cette activité et peut-être de l'institutionnaliser a été affirmée. Malgré les efforts notables et la détermination perceptible des différents acteurs du secteur de l'éducation, et après une évaluation sommaire, nous avons constaté que des progrès indéniables ont été réalisés. Mais ils ne sont pas encore suffisants. Ils ne sont pas encore suffisants pour offrir au peuple béninois un système éducatif de grande qualité. Des efforts et encore des efforts restent à tous les niveaux à faire. Des efforts restent à faire pour renforcer davantage l'accès à la formation et la rétention dans la formation dans l'équité, la qualité de la formation dans l'équité, la qualité de l'encadrement de la formation, la qualité des infrastructures, la qualité de la gouvernance du secteur dans ses différents aspects, l'efficacité externe du système éducatif béninois. Ces assises de réflexion ont également connu la présence du ministre des enseignements maternels et primaires, chef de file des ministres en charge de l'éducation. C'est le moment de faire le bilan des actions prescrites par le séminaire de l'année scolaire et universitaire écoulée et de planifier celle de l'année qui s'annonce. La feuille de route
que vous nous avez confiées et les recommandations que vous nous avez prescrites ont été rigoureusement mises en œuvre et régulièrement évaluées sous le leadership éclairé du président du Conseil national de l'éducation. Ceci a permis de conduire l'année scolaire universitaire avec les résultats satisfaisants constatés à l'évaluation de tous nos apprenants. Ce constat est gage de la nécessité à perpétuer cette expérience porteuse. Cette nouvelle approche de gouvernance de notre système éducatif cadre parfaitement avec la vision du gouvernement qui place l'éducation au rang des secteurs de développement économique de notre pays. Dans son allocution, Salimane Karimou rassure au nom de ses collègues de ce que la feuille de route et les recommandations seront respectées en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Le bureau du Parlement 8e législature était à nouveau sur le site de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin ce mardi 23 août 2022. La descente conduite par le président Louis Vlavonou était pour faire un état des lieux. Reportage. Accompagné des membres du bureau exécutif de la 8e législature, le président de l'Assemblée nationale a effectué une descente sur le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale en construction 17 mois après le lancement des travaux. L'état des lieux ne présente pas une livraison dans le délai précédemment établi. À ce jour, ce bâtiment principal est à un taux d'exécution d'environ 30%. Ensuite, il y a le bâtiment satellite qui doit abriter la questure et d'autres services. Il a démarré récemment, il est à un taux d'exécution de 12,65%. La salle polyvalente aussi a démarré, on est à un taux d'exécution de 37,83%. Et la caserne militaire ainsi que les locaux techniques sont en démarrage, on est à 6,3%. Il y a aussi un lot qui concerne les aménagements extérieurs. Et sur ces aménagements extérieurs, rien n'a démarré, c'est juste les études à ce niveau-là. Globalement, nous sommes à un taux d'exécution de 22% du projet aujourd'hui. Au cours des travaux de construction, quelques difficultés ont empêché la bonne évolution du chantier. Vous devez vous rappeler que nous avons démarré ce projet en pleine crise Covid et cela n'a pas permis à l'entreprise que nous avons sélectionnée, quoique c'est l'une des plus grosses entreprises chinoises, cela ne lui a pas permis en temps réel de mobiliser les ressources techniques, les moyens et le personnel adapté. Nous avons su presque un semestre rejeter à plusieurs occasions le personnel, le staff qui nous ont envoyé parce que c'était du recyclage. Étant entendu qu'il n'y avait pas de possibilité pour faire voyager leurs experts qu'ils ont mis dans le dossier, ils ont mobilisé ceux qui étaient en rade, excusez le terme, en Afrique et qui n'étaient pas forcément qualifiés. On a opposé des fins de non-recevoir. Il y a eu aussi un gros problème de communication et de, disons, de respect de la méthodologie. Parce que l'entreprise voulait coûte que coûte exécuter les travaux suivant l'approche, je dirais, de don chinois. Nous sommes entièrement opposés à cela, puisque c'est un projet développé par le Bénin, par un maître d'œuvre. Il y a des exigences et des normes qu'il fallait respecter. Cela a fait que nous avons eu du mal à amorcer au début, mais aujourd'hui, les choses sont entrées dans l'ordre. Louis Vlavonou ne s'est pas contenté des explications qui ont été faites. Il a également fait le tour du chantier pour se rendre compte de son évolution. Bien vrai, il y a eu des difficultés au départ, il y a eu des problèmes
que l'entreprise chinoise est venue porter à notre connaissance. Et c'est suite à cela que nous avons sollicité Simo, qui est le maître d'ouvrage délégué, et pour nous aider à comprendre ce qu'il y avait. Aujourd'hui, nous avons compris, tout a été aplani avec Simo, tout a été réglé pratiquement, et je pense qu'il y a une synergie d'action entre tous les acteurs qu'il y a aujourd'hui sur le chantier, de façon à ce que, pour le moment, nous n'avons plus d'inquiétude. Demain, j'espère que demain sera meilleur à aujourd'hui, de façon à ce que le retard accusé soit vite résorbé et que tout aille pour le meilleur du monde possible. L'entreprise a donc obtenu une marge supplémentaire de 6 mois pour livrer l'infrastructure. Je l'annonçais dans les titres, des plateformes numériques vont bientôt voir le jour pour améliorer les performances de la production agricole au Bénin. Ce mardi 3 août 2022, le gouvernement a convié quelques acteurs du secteur agricole à un atelier. Objectif, recueillir leur avis à propos de e-conseil agricole et gestion des équipements agricoles. C'est le nom de ces 2 solutions digitales qui seront rendues publiques très prochainement. Romaric Dossa pour le reportage. Dans sa politique d'améliorer la production et la productivité agricole, le gouvernement béninois met en place 2 plateformes numériques. La première plateforme qui porte donc sur le conseil agricole. Cette plateforme va permettre aux différents acteurs du secteur agricole de pouvoir avoir un accès très facile à l'information, mais l'information de qualité. De l'autre côté, pour ce qui concerne donc la gestion des équipements et matériels agricoles, tout le monde n'a pas accès facile à ces équipements. Où est-ce que je peux avoir accès à tel équipement? Dans quelles conditions? À quel coût? Lorsque j'en dispose et que ces équipements tombent en panne, comment je fais? Je m'adresse à qui? Les pièces de rechange. Ce sont des défis auxquels les acteurs sont quotidiennement confrontés et sont souvent laissés à eux-mêmes. Aujourd'hui, grâce donc à cette plateforme, tous ces problèmes donc vont relever du passé. E-conseil agricole et gestion des équipements agricoles, c'est le nom de ces 2 plateformes digitales. C'est aussi une occasion pour présenter aux acteurs du système agricole béninois les fonctionnalités de ces solutions numériques. Et donc pendant ces 2 jours que vont durer l'atelier, vous aurez droit à des présentations, à des démonstrations sur les 2 plateformes, ainsi que à des présentations sur le modèle économique supposé garantir leur durabilité. Aujourd'hui, nous nous réjouissons du fait que le processus de conception et de développement des 2 plateformes est en train d'être bouclé et seront mises donc à disposition des braves producteurs pour le bonheur du secteur agricole. Les acteurs présents à cet atelier sont exhortés à une participation très active pour un secteur agricole plus rayonnant. La 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique se tiendra cette année en format hybride du 22 au 26 août 2022 à Lomé, en vertu des procédures spéciales régissant la conduite des séances hybrides de la session du comité régional de l'Afrique. Le président du Togo, Faure Gnassingbé Yadéma, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux en présence du directeur régional et général donc de l'OMS. Le point dans cet élément de Kenneth Igawi. Au cours de cette 72e session, l'Organisation mondiale de la santé OMS veut renforcer ses moyens pour se rendre plus efficace et efficiente. Au programme, le bilan des activités de l'organisation en Afrique, puis la mise en œuvre du programme de transformation de son secrétariat. Un agenda bien fourni et en phase avec les ambitions du Togo dans le secteur sanitaire. L'une des ambitions de la feuille de route du gouvernement à l'horizon 2025 est en effet d'offrir une identité et garantir la couverture santé et l'accès aux services sociaux de base à tous. En ligne donc avec le 13e programme général de travail de l'OMS qui vise à faire bénéficier 1 milliard de personnes supplémentaires d'une couverture sanitaire universelle. En Afrique, comme partout ailleurs, nous devons donc tenir compte des enjeux de l'heure et surtout agir.
Agir d'abord pour garantir l'accès à des soins de qualité pour tous, partout et en tout temps. Agir encore pour offrir une protection sociale et une couverture sanitaire universelle à nos concitoyens. Agir enfin pour éradiquer le phénomène des médicaments contrefaits et de mauvaise qualité. Quant à la directrice de l'OMS pour l'Afrique, elle note une faible couverture vaccinale dans la lutte contre la COVID-19 et rappelle aux délégations présentes qu'il s'agit d'une sérieuse préoccupation mondiale. Pour le professeur Moustapha Midiawa, ministre togolais de la Santé, cette session de l'OMS intervient dans un contexte où son pays a enregistré d'importants progrès sur le plan sanitaire. 2 facultés en sciences de la santé, avec notamment une quinzaine de spécialités médicales et paramédicales, une école paramédicale dans chacune de nos régions économiques, l'ensemble formant annuellement plus d'1 millier d'agents, recrutement par la fonction publique de 7 milliers d'agents au cours des 10 dernières années, réhabilitation, construction et équipement des infrastructures sanitaires, orthodoxie dans la gestion des ressources allouées au secteur, efficacité de la riposte opposée à la COVID-19, amélioration des indicateurs de santé, aussi bien des maladies transmissibles que des maladies non transmissibles, aussi bien de la santé de la mère que de la santé de l'enfant, aussi bien dans les vaccinations de routine que dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, importantes dispositions institutionnelles, juridiques et opérationnelles en faveur de la couverture maladie universelle et de la protection sociale. Les travaux de cette session se poursuivent jusqu'au vendredi 26 août 2022. Ce sera une occasion de plus pour les délégations de chaque pays de mûrir leurs réflexions pour apporter davantage de solutions aux défis qui attendent l'Afrique sur le plan sanitaire. Du sport. Dans cette édition, la Fédération béninoise de football a annoncé ce samedi son intention de changer la dénomination de son équipe nationale, jusqu'alors appelée les Écureuils du Bénin. Les Écureuils du Bénin ont vécu après une année, donc 2020 plutôt, marquée par des échecs successifs dans les qualifications à la CAN puis au mondial. Quels sont alors donc les impacts d'un changement de nom sur la vie de l'équipe nationale? Reportage. Les Écureuils, ce surnom attribué à l'équipe nationale de football du Bénin, remonte aux années 1960 et symbolise un petit pays qui cherche à grimper plus haut. Après de nombreux échecs au plan continental, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, dirigé par Mathurin Desjacus, estime qu'il est temps de changer afin de mieux exprimer les ambitions de l'équipe béninoise. Mais cet attribut de prestige, de courage, d'intelligence qu'évoque le nom d'une équipe se reflète-t-il dans ses performances? Le surnom donné à l'équipe nationale doit faire écho auprès de la population et refléter ses réalités socio-culturelles.
La dénomination, ce symbole qui accompagne l'équipe nationale, doit être tout aussi culturel que millénaire. Souvent, les surnoms des équipes ont un rapport avec l'emblème de leur pays dans l'imaginaire du collectif. Hors des frontières béninoises à présent, les législatives de mercredi en Angola qui décideront du prochain président s'annoncent plus donc serrées que l'histoire du pays. Le parti au pouvoir du chef de l'État sortant est défié par une opposition qui promet des réformes socio-économiques et qui pourrait réexaminer donc les relations étroites entretenues jusque-là avec la Russie. En Angola, la Commission nationale électorale a dévoilé les résultats provisoires des élections générales. Et le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le parti au pouvoir, est en tête avec une confortable avance. Mais l'opposition angolaise conteste déjà ces résultats. Selon les premières données publiées par la CNE, le parti du président João Lourenço est crédité de 60,65% des voix, contre 33,85% pour l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, parti de l'opposition. Les chiffres de la commission électorale sont encore plus favorables au MPLA que ceux présentés précédemment par la télévision nationale, qui plaçait déjà la formation au pouvoir en tête avec une majorité d'un peu plus de 50% des suffrages. Un porte-parole de la CNE a qualifié le vote de mercredi de succès retentissant au cours d'une journée électorale qui s'est déroulée sans incident majeur. Mais l'UNITA, dirigée par Adalberto Costa Junior, conteste les chiffres officiels publiés par la commission. Le numéro 2 du parti d'opposition a déclaré que les données recueillies par le parti lui-même indiquaient une tendance à la victoire de l'UNITA. La base de la MONUSCO à Butembo, dans l'est de la RDC, République démocratique du Congo, attaquée par des milices mardi. L'incendie est survenu alors même que des casques bleus venaient donc d'évacuer ce site. Le contingent a été redéployé à l'extérieur de la ville. L'armée a riposté. 2 assaillants ont été tués et 4 capturés, a déclaré donc Roger Moa, maire de la ville de Butembo. La base de la force des Nations Unies à Butembo, dans l'est de la RDC, attaquée par des miliciens mardi. L'incident est survenu alors même que les casques bleus venaient d'évacuer le site. Une décision consécutive aux violentes manifestations dont ces soldats de la paix ont été la cible en juillet. C'était un sentiment de satisfaction. Et là, nous félicitons toute la population qui s'est mobilisée comme un seul homme pour demander les retraits sans condition de ce contingent. Nous voudrions qu'il se retire aussi dans le territoire de Beni comme le territoire de Lubero. Pourquoi pas dans le Nord Kivu comme nous l'avons signifié dans les 4 coordinations de la société civile du Grand Nord. Du côté de la force des Nations Unies, cependant, on parle d'un redéploiement temporaire. La MONUSCO promet de reprendre ses activités dès que les conditions minimales de sécurité seront réunies. Pardon ? Et toujours en RDC, le gouvernement de la République démocratique du Congo a confirmé un nouveau cas de maladie du virus Ebola dans l'est du pays. L'échantillon prélevé sur la personne malade, une femme de 46 ans décédée le 15 août dans la zone de santé de Beni, a été donc testé positif à la MVE à Beni, puis confirmé au laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale de Goma. Un nouveau cas de maladie à virus Ebola a été confirmé dans la ville de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé lundi le ministère congolais de la Santé, précisant qu'il est lié à une épidémie précédente. Le cas concerne une femme de 46 ans qui a été admise à l'hôpital de Beni fin juillet et est décédée le 15 août dernier après avoir présenté des symptômes associés à Ebola. Notre équipe sur place à Beni a procédé à un enterrement digne et sécurisé. Elle a également décontaminé l'hôpital où la patiente a séjourné, a déclaré le ministère en précisant que plus de 130 cas contacts à haut risque ont été identifiés. Les tests effectués par un laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale de Goma
ont confirmé que le cas était de la souche Ebola Zaïre et était génétiquement lié à la 10e épidémie de la RDC, survenue dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu de 2018 à 2020, qui a tué plus de 2000 personnes. La RDC a enregistré 14 épidémies d'Ebola depuis la découverte du virus en 1976. Et puis parlons à présent de la guerre en Ukraine. La Russie et l'Ukraine se sont à nouveau mutuellement accusés mardi lors d'une réunion du Conseil de sécurité de mettre en péril la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. La secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires politiques, Di Carlo, a répété ce mardi la nécessité donc pour les deux parties de stopper toute activité militaire autour de la centrale nucléaire. Kiev et Moscou se sont à nouveau mutuellement accusés mardi de mettre en péril la centrale nucléaire de Zaporizhzhia lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée par la Russie. Comment imaginer que l'armée russe bombarde elle-même un site qu'elle protège, a lancé l'ambassadeur de Moscou. Réponse de Kiev: personne ne peut imaginer que l'Ukraine puisse viser une centrale nucléaire en créant un risque de catastrophe sur son propre territoire. Le secrétariat général de l'ONU appelle à cesser toute activité militaire dans le secteur. L'installation ne doit pas être utilisée dans le cadre d'opérations militaires et il faut un accord sur un périmètre de sécurité pour démilitariser la zone. Malheureusement, malgré de nombreux appels, au lieu d'une désescalade, nous continuons à avoir des rapports presque quotidiens d'incidents alarmants impliquant la centrale. Les deux pays assurent être prêts à permettre l'accès d'une équipe d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le site. Les négociations sont en cours, d'après le directeur général de l'AIEA. Restons toujours en Ukraine. Fête de l'indépendance endeuillée par une frappe russe près de Dnipro. Les célébrations de la fête nationale ukrainienne ont été endeuillées par une frappe russe dans une gare du centre du pays ce mercredi 24 août 2022. Au moins 22 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées. Reportage. Les craintes ukrainiennes se sont confirmées. Kiev redoutait une attaque de Moscou 6 mois après le début du conflit et le jour de la célébration de l'indépendance du pays. Une gare a été frappée par un tir de missile en fin de journée ce mercredi. Au moins 25 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées. 4 wagons ont été touchés dans cette gare de Tchaplin, dans la région de Dnipro, à 110 km à l'ouest de Donetsk. Dans son discours du soir, le président Volodymyr Zelensky a martelé que l'Ukraine, indépendante depuis 31 ans, se battra jusqu'au bout, sans aucune concession ou compromis avec la Russie. Notre indépendance n'a pas pris fin et ne prendra jamais fin. Et la 32e année aura son jour de l'indépendance, la 33e aussi, et toutes les suivantes. L'Ukraine pour toujours. Elle ne fera que se renforcer chaque jour et absolument tout le monde comprend cela, du Conseil de sécurité de l'ONU à toutes les capitales, sans exception. À défaut des parades militaires et des feux d'artifice pour célébrer la fête nationale, Volodymyr Zelensky a profité de cette journée pour décerner des récompenses aux soldats ukrainiens pour leur service rendu au pays. Certaines médailles ont été remises à titre posthume à des soldats tombés au combat. Environ 9000 combattants sont morts en 6 mois de guerre selon l'armée. Et c'est tout, mesdames et messieurs, pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et également sur le www.speedline. De vous, des autres également, portez-vous bien et que Dieu nous garde.